Salut les amis, salut les footeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'USB Foot, une semaine en ballon avec nos confrères de France Bleu Loire-Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne. On va redécouvrir l'actualité du foot dans les Pays de la Loire, ce qui s'est passé, ce qui va se passer pour nos 5 clubs de la région, à savoir Le Mans, Laval et Cholet en national, mais également Angers et Nantes en Ligue 1. Et puis cet après-midi, sur ce plateau d'USB Foot, on va parler de National 3, du groupe des Pays de la Loire. Très relevé, on va voir, très serré également. Et qui mieux placé pour en parler que le leader de ce championnat de National 3. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le manager général du Saint-Nazaire Atlantic Football, Daniel Bréard. Bonjour Daniel. Bonjour Anthony. Asseyez-vous, je vous en prie. Ravi de vous accueillir dans ce vestiaire du USB Foot. Certainement pas identique à celui du SNAF, puisque c'est comme ça qu'on appelle le club de Nazarien. C'est ça, pas encore. On est encore avec des vestiaires peu habillés. Peu habillés, donc, mais bon. Qui servent beaucoup et on espère que dans le temps, on aura rapidement un vestiaire chacun, un casier chacun pour les joueurs. Voilà, allez, pas encore professionnel évidemment, mais R1, National 3, on va en parler, peut-être, pourquoi pas la National 2. Vous avez fait comme tous les invités, ça c'est bien. Allez me chercher ce maillot, ce beau maillot bleu d'ailleurs. Je suis un petit peu chauvin, je suis nazérien d'origine, donc c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Asseyez-vous, présentez-le nous, surtout ce maillot, il vient d'où ? Donc ce maillot représente l'association des deux clubs en 2014 qui ont fait naître le SNAF, le Saint-Nazaire Atlantic Football. Le Saint-Nazaire Atlantic Football Club, qui est un club tout récent, qui a 4 ans. Donc c'est le maillot de l'équipe Fagnon, mais toutes nos autres équipes sont équipées du même désigne au niveau maillot. Sauf les partenaires qui changent évidemment en fonction des équipes. Les équipes de jeunes, pareil, même couleur, évidemment. On garde l'unité comme dans les plus grands clubs. Merci Daniel de nous l'avoir amené. Vous pouvez le raccrocher où il était et puis revenir avec moi pour découvrir ensemble le sommaire de cette émission du USB Foot cet après-midi. On va parler de vous. Et oui, on le disait, le globe-trotter, même si maintenant vous êtes depuis 2 ans ici sur Saint-Nazaire et sa région, mais vous en avez fait du chemin, on va en reparler. On parlera également du championnat national. Un fauteuil pour 3, mais oui, avec les 2 premiers qui caracolent en tête, mais la 3e place, on le sait, est qualificative pour un barrage. Alors Le Mans, Laval, Cholet, Lyon-Duchère, on va en parler. Et puis la Ligue 1, la pause internationale, pas de match ce week-end, mais de l'actualité pour Angers et Nantes. On va évidemment revenir sur nos 2 clubs de l'élite. Daniel, vous êtes prêt ? Oui. Attention. C'est parti pour cet USB Foot cet après-midi. On va parler de Daniel Bréard, le découvrir un petit peu plus. Notre invité de cet après-midi, regardez d'abord ce CV. On n'a pas eu la place de tout mettre. Déjà, je peux vous dire qu'il y a pas mal de clubs. Alors, vous avez entraîné, évidemment, on peut le voir à Beaune, à Georges-sur-Ancise, recrutement de la JOCR par exemple. Et puis, vous étiez entraîneur principal à Gap, à Fréjus. Vous avez notamment, on va voir quelques photos tout à l'heure, mais vous avez notamment découvert plusieurs joueurs qui aujourd'hui, dont un notamment est international sous le maillot de l'équipe de France. Oui, Adil Rami. Oui, du temps de Fréjus. Du temps de Fréjus, qui faisait partie des 2-3 jeunes de qualité qu'on a sortis, on a fait travailler. Et puis on l'a fait passer dans le monde professionnel, malgré qu'il y avait beaucoup de clubs professionnels sur la Côte d'Azur qui n'en voulaient pas. Oui, il est allé à Lille. J'ai insisté, voilà. Et puis pour que mon ami Pascal Planck à Lille le prenne à l'essai. Il l'a pris à l'essai 3-4 jours. Claude Puel a eu le bonheur de le voir le mercredi dans l'opposition et puis l'affaire était faite. Et c'était parti. Voilà, ça fait toujours plaisir, j'imagine. C'est une fierté que de pouvoir sortir des joueurs comme ça. Oui, c'est une fierté. Adil a compris très jeune qu'il avait le potentiel et qu'il fallait s'investir beaucoup plus dans le travail, dans l'entraînement pour pouvoir réussir. C'est ce qu'il a fait. Donc bravo à lui. Bon, on a vu Gap, Fréjus, mais il n'y a pas eu que la France. Il y a eu aussi l'étranger, pas mal. L'Afrique notamment, on va pouvoir la voir, cette première image qui va arriver notamment sur l'Arménie. Vous avez pris, regardez, ça se passe ici, c'est les jeunes en fait, de la sélection arménienne. Alors projet Michel Platini, donc qui devait aider, puisque ce projet-là est fini, devait aider tous les pays de l'Est sous-développés, on va dire, au niveau de la formation, la préformation, en envoyant des instructeurs comme moi et puis d'autres, pour mettre en place justement la formation et la préformation au niveau de la sélection nationale, des sélections nationales. Et j'étais donc directeur technique des jeunes, en charge des sélections nationales des 15 ans et 17 ans. Voilà, c'est U15 et U17. Hein. C'est ça. D'accord. Et on avait fait un championnat avec les U15, on a fait le championnat arménien U16.
donc avec une année d'âge en moins, voire 2 ans pour certains proches. Et puis on a terminé champion. Oui, donc c'est bien. Ça continuait. Et puis c'est une sacrée expérience, on imagine. Très, très beau. Comme celle que vous a menée jusqu'au Congo, en D1 congolaise. On le voit, vous êtes au milieu de vos joueurs. Ça, c'était en quelle année, ça? Oh, c'est pas vieux, ça fait 3 ans en arrière. Avant de venir sur Saint-Nazaire? Avant de venir sur Saint-Nazaire, oui. Donc M. Henri Legarda a pris la vice-présidence du DCMP Imana au Congo. Quand on parle d'Henri Legarda, on parle de l'ancien président du Mans. C'est ça. D'accord. Exact. Et donc m'a sollicité pour que je l'accompagne au niveau du staff technique avec Franco Torchia, qui est actuellement directeur technique à Tours. Et puis voilà, très belle expérience. C'est encore un enrichissement personnel. Bon, et cette fois, on pose ses valises du côté du SNAF, on va le voir, de Saint-Nazaire, parce que vous avez d'autres sollicitations à l'étranger, mais vous vous dites peut-être à un moment, faut se poser, ou parce que c'était pas le bon moment de repartir? Non, parce que la famille, on a eu un petit souci de santé dans la famille, et à partir de là, il a fallu que je me pose. Oui, vous restiez un petit peu par là. Je suis resté 3-4 mois auprès de ma famille. Et puis, comme beaucoup d'entraîneurs qui ont vraiment la passion, à un moment donné, ça nous chatouille. On ne peut pas rester inactif trop longtemps. Voilà. Et puis, j'ai appris que Saint-Nazaire est en recherche d'un entraîneur. Donc, et on est rentré en contact. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais vous qui avez connu justement le Congo, l'Arménie, des clubs en national, aller en R1, dans un club de R1, ça ne vous posait pas de problème en tant qu'entraîneur au niveau, je ne sais pas moi, de l'envie d'entraîner plus haut? L'envie d'entraîner plus haut ne m'a pas été offerte quand j'ai passé mon DEPF avec la génération de montagners. On rappelle, le DEPF, c'est le diplôme d'état professionnel pour le foot français. Vous pouvez entraîner au plus haut niveau de la Ligue 1. Au plus haut niveau de la Ligue 1, de toute sélection nationale, voilà. Donc sans aucun problème. 2-3 contacts avaient été établis, ça n'a pas été au bout. Donc à partir de là, j'ai décidé d'aller à l'étranger pour vivre le haut niveau. C'est ce que j'ai fait et j'en suis très fier. Et puis après, revenir en France, des sollicitations de clubs de CFA, CFA2, m'intéressaient pas, parce que le club n'avait pas un potentiel d'avenir, n'avait pas un potentiel de construction. Ce cas Saint-Nazaire? Ce cas totalement Saint-Nazaire. Avant de venir à Saint-Nazaire, j'ai étudié l'aspect géographique, l'aspect industriel, l'aspect footballistique. Le bassin économique, aussi, tout ça? Tout à fait. Et ce qui m'a fait d'accepter ce challenge. Allez, on va regarder ensemble la dernière vidéo qu'on a vue justement du SNAF. C'était l'entrée de vos joueurs et ceux d'Angers. C'était lors du dernier match, me semble-t-il. C'était à Saint-Nazaire, du côté de la soucoupe qu'on a pu voir sur la photo où vous êtes présent juste avant. Bon, ça ne s'est pas super bien passé parce qu'il y a eu une défaite. La dernière à domicile, c'était contre Angers. Toujours difficile de jouer des réserves aussi de club pro. Oui, c'est modulable en fait parce que ça dépend aussi quel joueur redescend ou pas. Oui, c'est difficile, mais par contre, pour nous, c'est que du bonheur. C'est la première réserve professionnelle qui est venue à Saint-Nazaire jouer, donc dans un championnat officiel. Après, mes garçons ont beaucoup appris, puisque on perd le match sur un coup du sort. Oui, puis à la 88e, je crois. Angers frappe 2 fois au but, il marque 1 fois. Ça arrive. C'est le football, et donc on accepte ça, mais ça nous fait mûrir. Bon, Daniel, on regarde ensemble. Regardez ce classement-là qui va apparaître juste devant vous. Le classement, c'est de la Nationale 3, justement. Donc, groupe des Pays de la Loire, on rappelle, une seule montée, le premier qui monte. C'est très, très compliqué pour monter en Nationale 2. Saint-Nazaire est en tête avec 35 points. Et derrière, on voit, est-ce qu'on peut dire que jusqu'à Vertou, on peut jouer la montée? Bien sûr, parce qu'on est en 6 points, les 6 premières équipes, et il y a 24 points à distribuer. 3 points la victoire. Donc, à partir de là, il reste 8 journées. Même Vertou est concerné pour la première place. Oui, après, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, parce que Le Mans accuse déjà 5 points de retard sur le 6e. Et là, il faudra parier que ce sera compliqué pour la réserve Mancel. Un petit dernier mot, justement, sur votre situation actuelle. La montée, elle était déjà prévue ou envisagée dans cette saison? Vous étiez promu. Vous montez de R1 en National 3. Non, la montée n'était pas
entre parenthèses, programmée, mais une montée, est-ce qu'on peut la programmer dans le football? C'est toujours compliqué. On avait, avec le comité directeur et le président Baolet, quand on a prolongé le contrat, on s'était mis sur la base de 2021 pour aller chercher l'accession au niveau national 2. Donc vous avez encore un petit peu de marge? Oui, mais si on peut grappiller, on peut gratter maintenant, on va gratter maintenant. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, bien pour cette saison. D'ores et déjà, voilà, on connaît un petit peu mieux Daniel Breher, on connaît un petit peu mieux la situation actuelle également du Saint-Nazaire Atlantic Foot. Je vous propose, Daniel, d'aller dans un championnat que vous avez connu, le national. Allez, c'est parti pour le national. On ouvre ce chapitre national avec nos deux clubs. Attention à ne pas tomber, bien évidemment. Et on va regarder ensemble le classement de ce championnat national où on va voir, 3e Le Mans, 4e Cholet, 4e Laval, 5e Cholet, de 3 équipes régionales qui se tiennent en 2 points. Rodez et Chambly semblent, Daniel, un petit peu détachés quand même, un petit peu beaucoup. 9 points, 13 points sur Rodez. Il faut viser la place de barragiste désormais, ou est-ce que ça peut encore se jouer sur la 2e place? Ce qui m'embête un petit peu dans ce championnat-là, c'est que nos 3 équipes régionales font un bon championnat et qu'il risque d'y en avoir qu'une qui va jouer sa chance avec un club de Ligue 2. Et malheureusement, le match retour chez le club de Ligue 2, donc le petit n'est pas avantagé. Ça, c'est sûr. Donc, et malgré le très bon championnat de nos 3 équipes régionales, ça va être compliqué d'en voir une à l'étage supérieur. Bon, c'est vrai. Bon, en même temps, c'est fait aussi pour arranger un peu les clubs de l'élite. S'il y a cette plage de barragistes, avant il y avait 3 descentes, 3 montées. Oui. On a mis une place de barragiste, c'est aussi pour laisser une chance aux plus gros de rester dans la division, non? Bien sûr. Mais quand on voit actuellement le 2e de ce championnat-là, qui n'a pas de stade pour évoluer, ça aussi, ça met un petit peu les boules pour nos 3 clubs. Oui, on parle évidemment de Chambly. Allez, on commence, Daniel. On va détailler ces 3 clubs, puisque vous connaissez bien ce championnat national. Et on commence par le Stade Lavallois. Stade Lavallois, retour vers le futur. Qui eût cru justement que Laval allait pouvoir encore jouer cette montée, alors qu'il y a tout juste quelques semaines, ils étaient dans le dur, avec plusieurs défaites consécutives. Ils ont d'abord appris une bonne nouvelle à titre individuel, mais même pour le club. Regardez ce jeune garçon qui avait failli signer à la Juventus de Turin. Voilà, il est dans la famille, certainement il s'appelle Bridgen Dilu. Il a 19 ans. Il devait signer à l'intersaison à la Juventus de Turin, ça s'est pas fait pour des raisons visiblement un peu personnelles. Il revient et au bon moment, Bridgen Dilu, il a d'ailleurs été sélectionné avec l'équipe de France des moins de 19, qui a fait 0-0 contre la Pologne. C'était hier soir. Il est entré en jeu d'ailleurs, Bridgen Dilu. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est le seul joueur de national à être en équipe des moins de 19 en équipe de France. Tout à fait, mais ce joueur-là n'était pas dans les bons papiers il y a 1 mois et demi en arrière. Oui. Depuis que ce garçon-là apparaît, on va dire, dans le groupe de national et régulièrement en tant que titulaire, les résultats sont là. Les résultats suivent. Il y a certainement un lien de cause à effet, même s'il n'est évidemment pas tout seul à jouer. Mais en tout cas, on est bien d'accord aussi avec Daniel, quand il y a le talent et puis qu'il y a la volonté de jouer pour le collectif. C'est évidemment un gros plus. On va regarder ensemble pas les buts de Chambly-Laval, il n'y en a pas eu. 0-0, mais Laval qui avait du mal à l'extérieur a réussi à tenir sur cette pelouse de Chambly. Il y a eu des très bons arrêts aussi de Jean-Christophe Bouet, le gardien mayennais. On voit qu'il y a de l'ambiance du côté de Chambly, dans un stade qui évidemment n'est pas conforme à la Ligue 2. Vous en avez parlé, Daniel, il y a quelques temps. Le portier mayennais. Et puis des Lavallois qui se sont procurés quand même, on va le voir, 1 ou 2 occasions dans ce match qui auraient pu, pourquoi pas, l'emporter. Mais finalement, ce sera un 0-0 pour Laval du côté de Chambly. Alors, on voulait savoir, parce qu'on a des espions un peu partout, nous aussi. Vous avez peut-être des superviseurs pour Saint-Nazaire, mais on en a aussi du côté de la Mayenne. C'est notre chroniqueur, Gilda Mingui, qui lui est de France Bleu Mayenne et suit le Stade Lavallois. On lui a posé la question, Gilda, il est vraiment intéressant quand même ce championnat national, non ? C'est vrai que ce championnat est intéressant à suivre, il est beaucoup plus homogène qu'il y a quelques années et même si le national sert toujours de transition entre les clubs amateurs et les clubs pros, l'écart s'est resserré et surtout on peut dire que le niveau général a augmenté.
Il suffit de voir la rencontre de la semaine dernière entre Chambly et le Stade Lavallois pour s'en rendre compte. Un match de très haut niveau, technique et tactique, et qui n'avait rien à envier à un match de Ligue 2. Alors que nous sommes dans le dernier quart du championnat, deux équipes se détachent. En haut, une belle lutte entre Rodez et Chambly pour le titre de champion de national. Mais derrière, ça revient à l'image du Stade Lavallois, mais aussi de Cholet, et on pourrait assister à une belle lutte entre les trois clubs des Pays de la Loire pour la place de 3e, synonyme, on le rappelle, de barrage contre le 18e de Ligue 2, et rien ne dit qu'une de ces trois équipes ne peut pas aller doubler sur la ligne, soit Rodez, soit Chambly. En bas de tableau, 4 équipes sont plus ou moins détachées, décrochées, parmi elles 2 des 3 promus, mais ça peut encore changer. Ce championnat, en tout cas, bénéficie d'un peu plus de considération de la part de la fédération qu'il y a quelques années. Mais à quand une véritable Ligue 3 avec des clubs qui auraient vraiment tous le statut professionnel? Le projet, pour l'instant, est au fond des cartons. Et tu as tout à fait raison, Gilda, sur la qualité de jeu de ce championnat national. Ça a beaucoup évolué ces derniers temps. Et c'est tant mieux parce qu'on espère voir l'une au moins de nos 3 équipes monter à l'échelon supérieur. Daniel, on va s'intéresser désormais à l'équipe surprise de ce top 5. C'est le SO Cholet. L'ascension finale, oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de montagne russe avec Cholet. Un club qui gagnait, qui perdait, qui faisait match nul. C'était pas très très régulier dans l'ensemble. Et puis depuis quelques temps, cette équipe de Cholet, je ne sais pas ce que vous en pensez, elle marque et pourtant elle a perdu 2 de ses 2 pièces maîtresses au mercato. Oui, c'est une équipe qui est sur une dynamique extraordinaire. Actuellement, je pense que c'est l'équipe numéro 1 du championnat national, avec tous les résultats positifs qu'elle emmagasine. Donc c'est une équipe qui peut peut-être nous surprendre, parce que l'écart avec le deuxième n'est pas si grand que ça, quand on sait qu'il reste encore une bonne dizaine de matchs, je crois. 8 matchs comme vous. 8 matchs. Pareil, oui, donc, 24 points. Voilà, 24 points. Donc, Cholet est sur une super dynamique. Oui, super dynamique. Puis on va voir, ils ont pourtant encaissé le premier but à Saint-Gratien, qui est club mal classé, qui n'arrive pas à gagner. Ça ne les empêche pas de revenir à chaque fois dans le match. Et puis cette équipe de Cholet, elle s'accroche à chaque fois. On avait le président Benjamin Rizoglu qui était venu chez nous sur ce plateau pour nous dire que lui, il pensait malgré tout encore, pourquoi pas, la montée. Il n'y avait pas de pression particulière sur cette équipe. Il n'y en avait pas, mais peut-être en début de saison, il y en avait. Oui. Mais après la trêve, il n'y en avait plus du tout. Et puis c'est à ce moment-là qu'ils sont ressortis totalement de l'ombre. Effectivement, et on va pouvoir voir qu'ils sont sortis de l'ombre aussi grâce à un garçon, en l'occurrence, Kevin Rocheteau, meilleur buteur du championnat national cette saison, 13 buts en 24 matchs, c'est celui qui est à droite. Alors on ne dit pas au cul du camion, on dit juste derrière la voiture. Il est avec un de ses potes, évidemment. Kevin Rocheteau, ancien Chamois-Niortais, il a été formé là-bas, en tout cas il a joué au Chamois-Niortais, et puis il se révèle à 25 ans. Comme un buteur, vous connaissez ce garçon? C'est ça. Je le connais, oui, de par son passé, oui, bien sûr. Mais il a manqué d'efficacité en début de saison. Maintenant, elle est là, donc il faut que le club en profite. Effectivement, et on va s'intéresser maintenant à un autre club qui, lui, est un petit peu plus dans la panade. Il était en haut de l'affiche il y a encore quelques mois, et désormais c'est un petit peu plus compliqué. On va parler du Mont FC. Ne pas gâcher, bah oui, Giroud n'aurait pas mieux dit. Giroud n'aurait pas mieux dit, surtout sur ce match-là, où ils doivent remporter ce match-là. Là, vous parlez de Le Mans-Boulogne ? Le dernier match. Eh oui, on va le regarder ensemble. Allez-y. Vous pouvez le commenter d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup gâché. Là, ils prennent un but d'entrée de jeu. Ah oui. Et après, il se réveille. Eh oui. Et Rémi Boissier, qui était aussi sur ce plateau, là, qui marque, qui égalise. Le Mans qui va même prendre l'avantage d'un superbe but. Superbe but, oui. Et puis derrière, ça gâche. Ça gâche tout, et au lieu de remporter le match par 3 buts d'écart, vous mettez en grande difficulté. Et regardez, pénalty manqué, derrière, personne ne réagit. C'est ça. C'est symptomatique d'une équipe qui est en plein doute? L'équipe est totalement en plein doute, oui. Elle enchaîne les mauvais résultats, les garçons ont du mal à retrouver un état d'esprit positif, et ils sont vraiment dans le trou. Ils sont dans le trou, et justement on est allé demander Thierry Fourmy, notre confrère de France 3 Men, qui suit le Mont FC, est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir, et quel mot peut avoir justement Richard Désiré, le coach du Mont FC? Thierry?
Et oui, Anthony, dans beaucoup de clubs, ce sera la crise, mais pas au Mans FC, malgré cette série inquiétante, très inquiétante même, de 4 défaites en 5 rencontres. Alors après la défaite face à Boulogne, Richard Désiré a ouvert le parapluie, il a ciblé les arbitres. La semaine d'avant, après la défaite face à Rodez, il avait ciblé certains joueurs. On essaie de trouver des ressorts, mais pour l'instant, on ne les trouve pas. Du côté de l'entraîneur du Mans FC, cette équipe mancelle doute énormément et c'est le pire ennemi du footballeur. Manque de confiance, ça s'est vu en deuxième période face à cette équipe de Boulogne. Le bloc équipe était défaillant et donc forcément dans ces circonstances, à un moment donné, quand le bloc équipe est pas compact, eh bien ce sont les défenseurs qui craquent et c'est ce qui s'est passé face à Boulogne. Alors on essaie de trouver des solutions, on les a pas encore trouvées du côté de Richard Désiré du Mans FC pour essayer de relancer, de retrouver une dynamique. Ça allait un petit peu mieux au niveau du jeu, mais pour l'instant les Manceaux stagnent et il reste à chercher et à préserver l'essentiel dans cette dernière ligne droite où ce sont les équipes les plus armées mentalement et collectivement qui s'en sortent. On essaie de trouver des solutions pour aller bien sauver cette place de barragiste au détriment du voisin lavallois. Merci Thierry du voisin lavallois et du voisin aussi Choletais, puisqu'on l'a dit. Toutes ces équipes eh bien, sont encore en passe de jouer quelque chose pour cette fin de saison qui sera, eh bien, on l'a vu, à suspense. Quoi qu'il arrive, on regarde un dernier petit post sur les réseaux sociaux concernant cette équipe mancelle. On va surtout s'apercevoir que, comme d'habitude, ils sont en haut de l'affiche au niveau des affluences, avec le stade MM Arena, évidemment, qui est énorme, 3000 personnes. Et puis, les petits posts aussi des supporters. Alors, une affluence d'un futur club de Ligue 2, évidemment, puisqu'il y a 25 000 places disponibles. Et puis, on demande de la patience du côté aussi de certains supporters, puisque la montée n'était pas non plus obligatoire du côté du Mans. Mais bon, on va essayer de voir aussi. Puis, je voulais vous poser une dernière question sur ce championnat national. Vous avez joué un peu les Madame Irma. Vous qui connaissez ces équipes, laquelle peut jouer justement cette troisième place et laquelle va jouer ce barrage? On a deux équipes qui sont dans une dynamique très positive, qui sont Laval et Cholet, qui reviennent vraiment du bas et qui ont repris pratiquement l'écart important de points qui les séparait avec Le Mans, donc qui sont dans une disposition totalement favorable. Donc ça sera une des deux équipes. Une des deux équipes pour vous qui sera bien sur la troisième marche et on le verra, on essaiera justement et on suivra ces trois équipes jusqu'à la fin de ce championnat. Regardons ensemble bien les matchs à venir du côté de ce championnat national. On le sait, Cholet-Marignane, Laval-Avranches et Bourg-en-Bresse Le Mans pour cette on l'a dit 24e ou 25e journée de championnat. Je ne me rappelle plus, je vais dire des bêtises. Il reste 8 matchs de toute façon, donc c'est bien la 27e journée. Merci à Thierry Opigé en régie de me souffler ça dans l'oreillette. Cholet-Marignane, donc c'est peut-être aussi l'occasion pour les Choletais de gagner et de se rapprocher encore un peu plus du trio de tête. Voilà, avant de passer à la Ligue 1, vous l'avez juste derrière moi, le maillot du USB Foot que je peux prendre d'ailleurs pour vous montrer, vous l'avez vu depuis une quinzaine de jours. Nous aussi on a un maillot, on a une petite équipe ici du côté du USB Foot. Eh bien on vous le fait gagner, on vous le rappelle, vous nous postez vos meilleures vidéos de foot amateur, de foot entre vous, de futsal, de photos et bien nous on se chargera de faire le tri, de vous envoyer ce joli cadeau, le maillot donc du USB Foot pour cette saison 2018-2019. Voilà qui est fait. Le national, c'est terminé. On passe à la Ligue 1, notre troisième partie dans cette USB Foot, la Ligue 1, qui est en pause, on l'a dit, internationale avec les sélections pour chacune de nos équipes. Mais on va regarder le classement ensemble, puisqu'on le voit, Angers est 12e avec 36 points, Nantes 15e, 31 points. Nantes, qui on en parlera bien tout à l'heure, n'avance plus dans ce championnat de Ligue 1. On voit, vous suivez un petit peu cette Ligue 1, vous avez le temps peut-être parfois d'aller au stade de la Beaujoire, je ne sais pas, à Angers? Non, on n'a pas le temps puisqu'on s'entraîne le vendredi, on joue le samedi. Donc malheureusement, le championnat amateur ne me permet pas spécialement d'aller voir des matchs de Ligue 1, ni de Ligue 2, puisqu'on est occupé professionnellement avec notre club. Et puis le dimanche, on va voir nos adversaires, où on essaye d'aller observer d'autres rencontres pour découvrir d'autres joueurs aussi. Donc malheureusement, je ne suis pas physiquement le championnat de Ligue 1, championnat de Ligue 1 et 2, mais à travers les médias, à travers tout ce que vous pouvez entendre, évidemment, on va commencer par l'actualité, alors peut-être pas tout à fait sportive, mais quoique, on va voir dans GESCO.
Le centenaire se porte bien, et oui, ce sera eh bien, un anniversaire. Et quel anniversaire pour Angesco. Cette année, en 2019, ce seront les 100 ans du club. Et on va en reparler tout de suite, mais on voulait d'abord rendre un petit hommage à un des joueurs d'Angesco, qu'on adore ici à USB. C'est vraiment un garçon, comme on dit, un garçon de club, mais dans le vrai sens du terme, Vincent Manceau. Il a débuté eh bien, du côté d'Angesco. Regardez les petites photos, on va les voir. Hein. Ça fait 24 ans qu'il est licencié à Angesco. Vincent Manceau, il vient de re-signer jusqu'en 2022, le latéral de Stéphane Moulin. Un homme fidèle. Plus beaucoup le cas maintenant quand même. Ce n'est plus le cas, non, malheureusement. Il fait partie des exceptions. C'est quoi? C'est les dérives aussi du football ou pas? Les dérives du football, oui, les dérives de notre société. Donc, que personne ne se sent bien où il est. Et malheureusement, notre football en pâtit totalement. Vous voyez des jeunes à 22 ans déjà, et ils ont déjà fait 6 clubs. Donc c'est malheureusement qu'on ne peut plus parler d'état d'esprit club, tout. Donc je vois Manceau qui est là. Félicitations, bravo, et j'espère qu'il pourra redonner cette envie à d'autres garçons. Oui, de défendre les couleurs d'un club sur toute une carrière, ce qui se faisait hein, il y a longtemps. Vous qui avez joué à l'AS Saint-Etienne, notamment, on en reparlera. Eh bien, c'est vrai qu'il y avait cet amour du maillot qui s'est un petit peu perdu avec les années parce que il y a l'aspect économique, parce que la carrière est peut-être un petit peu plus courte aussi. Je sais pas. On en reparlera en tout cas de Vincent Manceau et d'Angesco. On va également voir eh bien, que les 100 ans du club sont en train de se faire actuellement dans les coulisses, puisque regardez, il y a des posts sur ce qui va se passer du côté d'Angers et du côté de l'anniversaire qui va se créer. On voit période la plus ancienne, le vote qui va porter sur 1919-1949, voilà, sur tous les forums d'Angers et des supporters. On peut s'apercevoir que ça bouge beaucoup par rapport au prochain anniversaire qui aura lieu à la fois au mois de mai, mais également au mois d'octobre. Il y aura 2 dates à suivre du côté d'Angesco. Voilà, on va passer désormais à l'actualité du FC Nantes. Saison de... Oui, on n'a pas voulu mettre le gros mot, bien évidemment, mais on y a pensé très fortement parce que... on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé pour ce pauvre Emiliano Sala et cet accident incroyable, mais on a l'impression aussi que sportivement, ça se délite complètement du côté de Nantes. Et pourtant, ça avait plutôt pas mal commencé avec le retour de Vaïd Halilhodžić. Oui, ils étaient sur une bonne dynamique. Et puis, malheureusement, le malheur de notre football, puisque c'est à cause de notre football qu'il y a eu ce malheur-là, le business a fait que Nantes a plongé et Nantes a du mal à se retrouver. Donc, vous parlez de business, c'est ça. Il n'y aurait pas eu ce business-là dans notre football. C'est ce fait de faire des transferts hivernales, etc. Emiliano serait encore des nôtres, et puis voilà. Donc je pense qu'on va un petit peu trop loin dans le football à l'heure actuelle, et on oublie surtout l'humain. On pousse des joueurs vraiment pour aller dans des clubs, pour faire un peu de recettes? Totalement. C'est à déplorer. À déplorer. À déplorer, effectivement. Alors on va écouter Florian Cazzola, notre confrère de France Bleu Loire-Océan, qui suit l'actualité du FC Nantes. On a voulu lui poser la question. Alors est-ce qu'il y a encore quelque chose à jouer pour le FC Nantes cette saison, ou est-ce qu'il faut se rendre à l'évidence et passer à la saison prochaine, Florian? Oui, il va falloir arrêter de se leurrer aujourd'hui. Nantes est loin, très loin même du top 10 que nous vendait encore Nicolas Pallois la semaine dernière. Aujourd'hui, les Canaries sont 15e à 8 points de la première partie de tableau. Depuis le début de l'année, si on regarde les statistiques, les hommes de Vaïd Halilhodžić n'ont gagné que 3 matchs sur 11 possibles. Autant dire que le dernier quart du championnat risque d'être bien long pour nos Canaries. D'ici la fin de la saison, ils vont affronter 7 équipes du top 10, dont Paris, Lille, Lyon, Marseille ou encore Nice. Vous vous en doutez, il va être très difficile de prendre des points contre ces cylindrés qui vont jouer la course à l'Europe jusqu'au bout. Et en cas de faux pas face à Toulouse, face à Amiens ou face à Dijon, eh bien les coéquipiers de Valentin Rongier risqueraient de flirter dangereusement avec la place de barragiste. Le capitaine nantais nous disait dimanche dernier, à l'issue de la défaite de son équipe face à Reims, déjà qu'on passe une saison pas terrible, à nous de ne pas la rendre encore plus nulle. Les Nantais ont donc 10 jours pour se refaire une petite santé, histoire d'aborder la dernière ligne droite du championnat dans les meilleures dispositions. Et oui, Florian, il faut encore 3 victoires au FC Nantes pour
se maintenir définitivement et ça va être dur cette fin de saison. On le sent que ça traîne comme un boulet cette fin de saison 2018-2019 du côté du FC Nantes. Il y a eu également les supporters nantais, la Brigade Loire qui a fêté logiquement leurs 20 ans d'existence. C'était prévu du côté de Reims, interdiction de déplacement 48 heures avant de partir. Du coup, ils sont allés du côté d'Angers pour fêter leurs 20 ans. Alors c'est vrai qu'il y a eu des lancers de fumigènes sur le terrain d'Angers. Ça va être compliqué pour Angers puisque eux, ils vont subir les affres de la Ligue. Et puis les supporters nantais, comme de toute façon on leur enlève tout déplacement maintenant, ils peuvent plus suivre quand même leur protégés. C'est quand même terrible aussi ça, non ? Oui, bien sûr que c'est terrible. Bon, il y a eu des abus aussi, donc de la part de différents supporters de différents clubs, mais tout le monde paye. Tout le monde paye. Maintenant, tout le monde paye, et la facilité maintenant, c'est d'interdire. Ouais. Voilà, on fait des interdits. De tout. Tout et pour tout, et c'est vrai que c'est assez navrant. Alors on aurait pu, pour lui, ne pas lui interdire de repartir beaucoup plus tôt. C'est Sigthorsson, Kolbeinn Sigthorsson, que l'on a vu partir vraiment par la toute petite porte. On a voulu lui adresser, nous, un dernier petit au revoir, parce que c'est vrai que pendant 3 ans, il a quand même bien pris le club pour un idiot, avec très peu de matchs, 3 buts simplement au compteur, 150 000 € de salaire quand même par mois. C'est pas se foutre de la goule du peuple, mais pas loin quand même. C'est pas lui, il a pas mis le pistolet sous la tempe du président ? Certainement pas. Bon. Certainement pas, mais en tout cas, on lui a donné. Il était bon pour l'Islande, pour la sélection, mais il n'était pas bon pour le FC Nantes. C'est ça. Il y a des torts de chaque côté, ça j'imagine. Mais pourtant, le président Kita nous l'avait présenté comme un dieu du football, qui venait de l'Ajax. Eh oui. Malheureusement, on l'a jamais vu. On l'a jamais vu. Vous connaissiez le joueur déjà ? Je le connaissais vaguement, je le connaissais sans plus. Mais après, c'est le fait d'avoir qui recrute dans un club. Notre cellule de recrutement est-elle bonne, où on se fie à tel et tel agent. Avant, on avait des bonnes cellules de recrutement, on faisait confiance à nos hommes. Maintenant, on fait confiance toujours dans le business. Toujours dans le business, à des agents. À des agents, voilà. Donc, et parce qu'en 12 ans de présidence de Valdemar Kita, je crois qu'il y a dû avoir 2 saisons de cellules de recrutement avec Olivier Monterrubio, William Ayache. Et puis il y en a une qui vient visiblement de se mettre en place, mais on n'est pas au courant. Donc très opaque et très obscur tout ça. Du côté du FC Nantes, en tout cas, Sigthorsson, son départ ne va pas non plus fâcher les supporters nantais. Justement, on voulait se poser la question. On est en 2019, la communication du côté des footballeurs a changé très certainement au fil des années. On l'a dit, les salaires évoluent, les mentalités évoluent. On a voulu demander à Olivier Quin, l'ancien footballeur pro du FC Nantes, qui est aujourd'hui consultant de France Bleu Loire-Océan, ce qu'il pensait de la communication des footballeurs de 2019. Voici sa réponse. Forcément, alors à mon époque, on disait ce qu'on voulait, quand on voulait, à qui on voulait. Moi le premier, parce que je disais toujours ce que je pensais quand on avait une demande d'interview, c'était pas verrouillé par le club. On a dit tiens, tu as une demande d'interview, fais ce que tu veux. Maintenant, quand on demande à un joueur de venir sur un plateau, de répondre à une interview, c'est forcément passer par le club, demander au club l'autorisation. Beaucoup de fois, c'est refusé et c'est un petit peu gênant. Et puis, plus gênant aussi maintenant, c'est que c'est banal ce que disent les joueurs. Ils ont tellement peur que ce soit mal interprété, repris par les réseaux sociaux, par les supporters. Quand on voit Thiago Silva s'excuser après Manchester, et la façon dont il le fait, on sent qu'il a peur de ce qu'il dit. Et c'est gênant. Et ce qui me gêne encore plus, c'est qu'on puisse refuser à des médias locaux l'accès à un joueur et que celui-ci, alors on va prendre l'exemple de Valentin Rongier, qui va annoncer sur le CFC, sur Canal+, qui sera plus là la saison prochaine. Et par rapport aux médias locaux, c'est un petit peu gênant. Donc tout ça forcément a changé et ça devient trop banal et on s'intéresse vraiment plus beaucoup à ce que disent les joueurs parce qu'on sait ce qu'ils vont dire. Le prochain match est plus important, on prend match après match, enfin, voilà, des banalités. Et malheureusement, ça n'intéresse plus les gens. Oh. Une réaction, Daniel, à ce qu'il m'a dit là ? Je suis totalement d'accord avec Olivier. Ouais. C'est vrai que ça a beaucoup changé, ça a moins d'intérêt tout à fait. Que par le passé. On ne va pas non plus revivre que dans le passé, mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'était mieux avant. Ça, c'est sûr. Allez, on va regarder ensemble, Daniel, les matchs. Alors, non pas pour ce week-end, mais pour le week-end d'après, concernant Angers, avec ce déplacement à Marseille le samedi 30 mars. Et puis Lille, qui se déplacera du côté de Nantes. Gros match à la Beaujoire le dimanche 31. Ce sera à 17h pour les 2 rencontres. On a fait le tour du National, on a fait le tour de la Ligue 1. Bouchez-vous les oreilles. Oh bah c'est la fin. Allez, on est parti pour le quiz de fin.
Le quiz de fin, Daniel, je suis sûr que vous avez bûché votre football, vous le connaissez sur le bout des doigts de toute façon. Vous allez me choisir un maillot qui va se trouver derrière vous, peu importe dans quel placard. Et par rapport à ce maillot, eh bien, on va évidemment choisir la question qui portera sur le maillot que vous me montrerez. Alors le maillot, il est par là. Un maillot, il y a un maillot jaune. Pour un Stéphanois, c'est pas mal. Ça doit rappeler quelques souvenirs. Il n'y avait pas de verre. Il n'y avait pas de verre, donc vous avez pris quand même un petit peu de verre dans le liseré. Alors rasseyez-vous s'il vous plaît. Avec le maillot, je vais vous poser la question. Attention, on va voir si vous connaissez autant le FC Nantes que la S Saint-Etienne où vous avez joué, on le rappelle, dans les années 60-70, hein, si j'ai bonne mémoire. Voilà, la question la voici. La S Saint-Etienne, elle a 10 titres de champion de France à son compteur. Combien le FC Nantes a-t-il de trophées au niveau des championnats de France? Combien en a-t-il gagné? Réponse A, est-ce que c'est 9? Réponse B, est-ce que c'est 8 titres de champion de France? Réponse C, 7. Vous avez quelques secondes pour réfléchir et me donner la réponse. Saint-Etienne, 10 championnats, 6 Coupes de France, je crois. Ouais. Nantes, 8 championnats et 3 Coupes de France. Waouh, classe, bravo. En plus du championnat de France, il nous donne même la réponse sur les Coupes de France. Bravo à Daniel. Si vous voulez venir me rejoindre, vous pouvez venir avec le maillot du FC Nantes. Venez me rejoindre ici. On va évidemment se quitter sur ce dernier coup de cœur. Et voilà, dans USB, toujours un petit coup de cœur en fin d'émission. Et il va souvent aussi à notre club vendéen de l'ESOF, l'entente sportive ornésienne de football, qui a créé il y a peu de temps la première section foot adaptée, hein, donc accessible aux personnes en situation de handicap, que ce soit mental, psychique ou physique. Ça leur permet de pratiquer leur passion. Vous voulez tout simplement leur dire bravo. Et puis il y a un concours pour la meilleure association. Donc n'hésitez pas à aller voter pour soutenir l'ESO Football et cette magnifique démarche pour le sport adapté. Daniel, magnifique. Un grand merci Anthony. À vous. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la fin de saison. Je ne vais pas vous mentir, on a dit la même chose à Chaland. Donc on est sport, on est fair play. Hein. On est sport. Et puis que le meilleur gagne et que le meilleur monte en National 2. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, Daniel, à vous et à votre club de Saint-Nazaire Atlantique Football. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro du USB Foot. Merci. Merci. Au revoir.